Bonsoir. C'est en grelottant, ou presque, que le président Ronald Reagan a inauguré son second mandat à la tête des États-Unis. Il faisait en effet moins 40 à Washington, un froid exceptionnel qui a même obligé à annuler une partie des cérémonies, celles qui avaient lieu dehors naturellement. Mais c'est avec une grande chaleur que dans son discours, Ronald Reagan a exalté les vertus et la grandeur de l'Amérique. Richard Tripot. Ronald Reagan avait prévu de prêter serment sur les marches du Capitole devant plusieurs centaines de milliers de personnes. Le froid en aura décidé autrement. Ladies and gentlemen, the President of the United States. C'est donc à l'intérieur, sous la rotonde, au milieu de quelques centaines de privilégiés, que la cérémonie a dû se dérouler. Pendant plus d'une heure, comme le veut la tradition, les prières, les rites protocolaires et les discours politiques se sont succédés dans une atmosphère de recueillement. Recueillement, mais aussi fête, symbolisée par la chanteuse Jessie Norman, interprétant plusieurs anciennes mélodies américaines. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. Après avoir prêté serment sur la Bible de respecter la Constitution, le président Reagan a réaffirmé dans son discours d'investiture son intention de poursuivre le nouveau départ engagé il y a 4 ans afin de rendre sa grandeur à l'Amérique. Auparavant, Ronald Reagan avait affirmé que son objectif était l'élimination totale des armes nucléaires, présentant la guerre des étoiles comme le meilleur moyen d'y parvenir. Après ce discours, la cérémonie devait se terminer par l'hymne américain interprété par une formation de la marine. Ce soir, Ronald et Nancy Reagan sont attendus dans les 9 bals organisés dans les hôtels de la capitale fédérale. Objectif atteint. En 1984, le déficit du commerce extérieur français a baissé de moitié par rapport à 1983. 19,8 milliards de déficit pour l'année. En 1985, l'objectif est d'arriver à réaliser l'équilibre de nos échanges commerciaux avec l'étranger. Enfin, sinon, à rétablir l'équilibre, du moins de s'en approcher, car cela n'est arrivé qu'une fois. Pierre Babet. Si l'on se réfère aux seules données brutes, l'année se termine même en beauté pour le commerce extérieur, puisque le solde de décembre est excédentaire de 2,4 milliards de francs. Le mouvement de redressement est d'ailleurs confirmé si l'on replace ces résultats dans la perspective des 3 dernières années. 82, le déficit est de 93 milliards de francs. 83, il n'est plus que de 43 milliards. 84, donc une petite vingtaine de milliards de soldes négatifs. Conclusion, chaque année, ce déficit se divise par 2. Cela dit, il serait dangereux de crier trop tôt victoire, car la structure de notre commerce extérieur est encore très fragile. Nous sommes excédentaires avec le tiers-monde, mais nous restons déficitaires avec les pays industrialisés. D'autre part, les résultats dépendent encore beaucoup trop de contrats d'armement ou de ventes aéronautiques, bref, de gros coûts. En revanche, ce qui est plutôt réconfortant, c'est le solde industriel qui, lui, a tendance à s'améliorer. Renault change de patron, on le sait, c'est officiel depuis ce matin. La régie a annoncé le départ de Bernard Arnault, PDG depuis 1981, et l'arrivée de son successeur, Georges Besse. Pourquoi lui, auvergnat, âgé de 57 ans, Georges Besse a une réputation d'homme de décision. À son actif récent, le redressement de Péchinet. C'est la première fois de son histoire que la régie Renault a un PDG venu d'ailleurs. Marie-Claire Thiers et Claude Guénaud. Quand Georges Besse débarque à Péchinet, la situation est désastreuse. En 1982, l'entreprise nationalisée perd 3 milliards de francs. Il décide de couper les branches malades. Il débarrasse le groupe de la sidérurgie qui passe dans le giron de Sassilor et de la chimie qu'Elf-Aquitaine est obligée d'accueillir. En même temps, Georges Besse se bat pour la concentration maximale des activités de l'entreprise autour de son matériau originel, l'aluminium. Par ailleurs, il obtient d'EDF des tarifs privilégiés pour ses unités de production qu'il regroupe, ce qui signifie fermeture d'usines. En juillet 83, Georges Besse réussit à imposer un plan de redressement draconien qui prévoit des milliers de suppressions d'emplois. Résultat, 1 an avant l'échéance fixée par Laurent Fabius, Péchinet réussit à équilibrer ses comptes. 500 millions de bénéfices pour 1984. Réussira-t-il aux commandes de Renault? Dans le cas de Péchinet et Eugène Kuhlmann, vous aviez un nombre
d'unités d'établissements assez importantes, de petite taille, et le volume sur lequel portaient les suppressions d'emplois était beaucoup plus faible. De plus, le problème ayant été pris à temps, ou du moins les pouvoirs publics ayant donné le temps de le traiter, sur les 3 ans de 83 à 86, il y a eu étalement de ces réductions. Dans le cas de Renault, c'est dès à présent que le sureffectif se pose, que ce problème-là doit être réglé, puisque depuis 6 mois maintenant il en est question, et que, au fur et à mesure que la régie connaît une difficulté, les chiffres augmentent. Sur le dossier des effectifs, Bernard Anon avait choisi la méthode douce. Pas de licenciement sec, mais départ en pré-retraite, retour des immigrés, formation et mutations internes. Au moment où le gouvernement appelle à resserrer la gestion, le nouveau PDG suivra-t-il la même voie? Le plan social de Bernard Anon coûtait cher, près de 1 milliard pour 85. Il est probable d'ailleurs que les 9000 suppressions d'emplois pour cette année ne soient pas suffisantes compte tenu des mauvais résultats de 84. Si Georges Besse se décide à tailler dans le vif et à licencier, il menace la paix sociale à Renault. Tout dépend de la volonté du gouvernement de prendre le risque d'un affrontement social. Le moment est peut-être favorable compte tenu des difficultés que la CGT rencontre actuellement pour mobiliser sa base. Mais rien ne prouve que le nouveau PDG n'aura pas une autre solution avec seulement plus de rigueur dans la gestion de la régie. Le pari est difficile. C'est mercredi après-midi que le Parlement, convoqué en session extraordinaire, devrait se prononcer sur la prolongation de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Au bout de 12 jours, en effet, la Constitution exige le vote d'un projet de loi. En Nouvelle-Calédonie même, on commente abondamment la visite du président Mitterrand. Le RPCR, proche du RPR, n'y voit qu'un coup politique destiné à abuser l'opinion politique. Sur place, Fernand Tavares. Nous sommes maintenant convaincus que ce voyage est un coup destiné à abuser l'opinion publique. Monsieur Jean-Marie Tjibaou n'est pas le représentant du peuple kanak. Rejeté par le corps électoral, rejeté par les autorités coutumières mélanésiennes, il n'est que le chef d'une faction minoritaire qui cherche à imposer son pouvoir par tous les moyens, y compris la violence. Pour ne pas laisser le champ libre à Jean-Marie Tjibaou, Dick Ukaiwe et 2 de ses ministres ont décidé de prendre l'avion pour Paris dès ce soir. De son côté, le LKS, qui s'est désolidarisé du FLNKS, prendra le chemin de la capitale à la fin de la semaine. Autrement dit, la Nouvelle-Calédonie politique va se retrouver dans la capitale pour tenter de convaincre la métropole. Dans les jours qui viennent, le centre du débat politique sur la Nouvelle-Calédonie va être Paris. Les chefs politiques de l'île, en effet, arrivent, chacun voulant éviter que l'autre occupe seul le terrain. Ainsi, le président du gouvernement, Dick Ukaiwe, a décidé de venir à Paris en même temps que le chef de file indépendantiste Jean-Marie Tjibaou. Sur le chemin de Paris, celui-ci a fait escale en Australie, le puissant voisin de la Nouvelle-Calédonie qui suit les affaires de près depuis le début. Les Australiens ont dit à Jean-Marie Tjibaou combien le plan Pisani leur paraissait positif et apte à répondre aux besoins de tous. Jean-Marie Tjibaou a répondu en rappelant les aspirations des Kanaks. Nous, notre revendication, c'est le retour de la souveraineté de notre peuple sur son pays. Nous pensons que aujourd'hui, notre peuple est déterminé à aller jusqu'à la victoire finale. Et nous avons dit au gouvernement que la paix exige la restitution de la souveraineté à notre peuple, la paix en Calédonie. La situation en Nouvelle-Calédonie est un des thèmes obligés de toutes les interventions politiques ces derniers temps. Dans sa première conférence de presse depuis mai 81, Valéry Giscard d'Estaing en a parlé pour dire qu'il soutiendrait la solution française pour l'île. Il s'est référé longuement à l'Algérie et aux accords d'Évian pour démontrer qu'en cas d'indépendance, il n'y a aucune garantie possible, que ce soit pour l'indemnisation ou la présence militaire française. Voici la conclusion de Valéry Giscard d'Estaing sur ce point et la réponse que lui a faite le premier secrétaire du Parti socialiste, Lionel Jospin. Le débat sur les garanties, c'est un faux débat. Il n'y a pas dans le monde actuel de garantie, ça n'existe pas. Il y a une bonne volonté, il y a le désir de travailler en commun ou de coopérer, mais les garanties juridiques,
que l'on apporte à une population pour la rassurer quand elle a peur, ce sont des garanties dont elle n'obtient pratiquement jamais l'application. C'est la première fois qu'un dirigeant conservateur admet qu'ils n'ont pas été capables de faire vivre concrètement les garanties dans les accords d'Évian. Pour le reste, je dirais que si les accords d'Évian avaient été signés 3 ans ou 4 ans plus tôt, je pense que les garanties auraient été plus importantes et qu'elles auraient été respectées. Et justement, c'est pour éviter que ce soit à l'issue d'une période d'affrontement que l'on trouve les solutions, y compris les garanties pour la population européenne, que nous préconisons, les formules qui sont les nôtres. Je crois donc que l'argument de M. Giscard d'Estaing se retourne contre lui. Dans l'île, les problèmes politiques ont des conséquences économiques, avec en particulier la fermeture des mines de nickel de Thio. Le chef de l'État a annoncé hier qu'elles devraient rouvrir incessamment, après 2 mois de fermeture. Ces mines appartiennent à la société Le Nickel, premier employeur et seul exportateur de l'île. Fernand Tavares. Depuis 2 mois, l'exploitation de la SLN de Thio est totalement interrompue. Autrement dit, le tiers de la production du territoire calédonien est à inscrire chaque mois dans la colonne perte. Qui plus est, cet après-midi, le PDG de la SLN a indiqué que des militants du FLNKS auraient détruit le week-end dernier une importante quantité de matériel évalué à 5 millions de nos francs. Autrement dit, devait-il ajouter, on ne peut raisonnablement envisager le redémarrage de la mine avant 3 semaines. Enfin, il va falloir convaincre les mineurs et leurs familles, traumatisés par les événements de l'après-18 novembre et qui se sont retrouvés au chômage technique depuis, que désormais, ils peuvent en toute sécurité, puisque les forces de l'ordre seront là, non seulement reprendre le chemin de leur activité professionnelle, mais encore réinstaller leur famille dans une ville qui présente aujourd'hui un visage de lendemain d'un véritable état de siège. Mais il est vrai que le retour à la vie de Thio sera le signe du retour à la paix civile en Nouvelle-Calédonie, alors aucun échec n'est permis. La Nouvelle-Calédonie était loin d'être le thème le plus important de la conférence de presse de Valéry Giscard d'Estaing, la première, je vous le disais, depuis son départ de l'Élysée. Et c'est de l'Élysée justement qu'il a été question. L'ancien chef de l'État n'a pas été tendre pour les chefs de l'opposition qui sont déjà candidats au poste de président. Il est normal que Jacques Chirac et que Raymond Barre songent à être candidats à la présidence de la République. C'est normal. Quand on a exercé dans la Ve République des fonctions élevées, la fonction de Premier ministre c'est la 2e fonction dans l'État, il est normal qu'on songe à se présenter un jour à la fonction la plus élevée, la présidence. Mais ça ne veut pas dire que la campagne présidentielle soit ouverte en France. Les élections constitutionnelles sont prévues pour 1988, et donc la campagne électorale n'est pas ouverte. D'une façon générale, il faut toujours dans la vie traiter d'abord les problèmes qui dépendent de nous. Et vous voyez que s'il n'y a pas une majorité unie de gouvernement en 1986, quelle que soit la solution apportée aux autres problèmes, aux autres échéances, la France sera ingouvernable. Ayant vécu comme président la difficulté de conduire le pays avec une majorité divisée, cette situation se retrouverait. Faisons d'abord ce qui dépend de nous, c'est-à-dire de réunir une large majorité de gouvernement pour 1986. Valéry Giscard d'Estaing revient donc en première ligne, mais plus comme simple député. Il reprend l'initiative sur ses concurrents avec la volonté très claire de s'en distinguer, Michel Naudy. Vous savez, Monsieur Giscard d'Estaing, il n'est pas le seul d'ailleurs, aime beaucoup l'histoire et les citations. Et comme généralement il y a peu de place pour l'improvisation dans ses propos, on peut penser que les 2 références très précises qu'il a faites au général de Gaulle n'étaient pas tout à fait gratuites. Entre Poincaré, qu'il aime à évoquer souvent, et de Gaulle, il y a un point commun, le pouvoir, ou plutôt le retour au pouvoir, car tout est là, et le temps semble venu pour lui d'accélérer le pas. Sur le chemin, évidemment, il y a des compagnons d'équipés, mais comme le croc en jambe risque de mettre tout le monde à terre, il faut bien marcher ensemble. Ensemble, oui, mais pas dans n'importe quel ordre. Giscard a signifié aujourd'hui à la compagnie qu'il était devant et que l'union n'était pas concevable avec lui, mais derrière lui. C'est habile car lui battre froid, c'est prendre le risque de faire bande à part, ce qui est mal vu des électeurs de l'opposition, on le sait. Mais c'est même doublement habile, car accourir, c'est prendre l'autre risque de se soumettre, ce qui ôte là toute chance devant les électeurs. Être au-delà tout en étant là, voilà M. Giscard d'Estaing. Y penser toujours, n'en parler jamais, voilà sa devise.
À Marseille, le retentissant procès des fausses factures, 84 inculpés, s'est terminé aujourd'hui avec le jugement du tribunal. 79 des 84 prévenus ont écopé de peines allant de 9 à 4 ans de prison. On s'attendait à des peines beaucoup plus lourdes. Andrea Chando. Fausse facturation, société fictive ou semi-fictive, pot de vin. Il a fallu plus de 2 mois de recherche pour que les enquêteurs tirent au clair le mécanisme de cette vaste escroquerie, pour qu'ils analysent avec précision les comptabilités de 35 entreprises, pour la plupart bidons, entreprises qui exerçaient leur peu louable activité au détriment de la ville de Marseille. Sur 106 inculpés, 22 étaient d'ailleurs des employés municipaux. Un nombre record d'avocats, 176. Le ministère public avait requis des peines allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement à l'encontre des principaux accusés. Le tribunal a rendu un jugement plutôt clément. Qu'on juge par exemple Jules Zemmour, considéré comme le cerveau de l'affaire, a été condamné à 9 ans de prison, dont 3 avec sursis, et 300 000 francs d'amende. Le groupe des inculpés devra payer à l'État 1 400 000 francs et à la ville de Marseille 1,5 million au titre du préjudice financier. Le rallye Paris-Dakar se termine. Dernière étape demain. Il y avait 550 équipages au départ. Après 12 000 km, ils ne sont plus que 136 à traverser à toute allure les villages africains dans des nuages de poussière. Daniel Leclerc fait le point à la veille de l'arrivée de cette épopée mondano-sportive. Après 3 semaines de sable, les concurrents du Paris-Dakar sont enfin sortis du cauchemar. La traversée du désert de Mauritanie a laissé des traces. Les mécaniques ont beaucoup souffert et la fatigue ronge peu à peu les équipages. Aujourd'hui, la journée a été plutôt calme. En fait, tout s'était joué la veille à Kédougou. En auto, l'équipage français Zaniroli da Silva sur Mitsubishi fait toujours la course en tête. Quant au Belge Gaston Raillet, au guidon de sa BMW, il est en passe d'enlever son 2e Paris-Dakar. Demain, l'aventure s'achèvera dans la capitale sénégalaise. Ce sera la fête avec le traditionnel défilé des rescapés sur la plage de Yoff. On s'apprête déjà à sabler le champagne. La chronique financière, les marchés ont l'air plutôt calmes, mais n'est-ce point une apparence, Henri Lauré? Une apparence, en effet, parce que si le dollar est en très léger repli sur les places financières, eh bien, il reste ferme. Aujourd'hui, alors que les cours de l'or résistent à près de 308 $ l'once à Paris, la monnaie américaine a clôturé à 9 francs 71. Vous voyez que nous sommes encore à des seuils très fermes. La bourse de Paris continue de cheminer sur la ligne des crêtes en dépit du très léger effritement enregistré vendredi. La bourse a gagné 0,1% et la proximité de la liquidation mensuelle ne pèse pas trop sur les valeurs françaises. À Wall Street, en revanche, on observe une formidable poussée des titres, notamment des grandes valeurs industrielles américaines. L'indice Dow Jones a gagné jusqu'à 28 points dans un marché très actif. Quel réveil! Cet étonnant regain d'intérêt pour les titres, notamment les leaders de Wall Street, ce qu'on appelle les blue chips, survient à un moment où certains experts n'excluent pas une nouvelle et forte avancée du dollar. Il suffirait, disent-ils, que le dollar casse le seuil technique de 3,20 marques pour que la flambée reprenne, et les grandes banques centrales ne seraient pas prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour enrayer un nouvel accès de fièvre. Alors, malgré les accords de principe passés à Washington la semaine dernière entre les Européens, le Japon, les États-Unis, on le sait, restent très réticents, et cela pourrait nous valoir un dollar à 10 francs et plus dans les semaines qui viennent, tout cela assorti du conditionnel bien entendu. Le temps demain, le redoux s'installe. Cela donne un temps très nuageux avec plus ou moins de pluie. Le vent de sud-ouest sera fort ou assez fort près des côtes. En montagne, il neigera au-dessus de 1000 mètres. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h15. Avant de vous laisser en compagnie de nos amis de Thalassa qui vous parlent ce soir de la Transat des Alizés, le rappel des titres de ce journal. À demain, bonsoir. Je poursuivrai sur la même voie, déclare Ronald Reagan en inaugurant officiellement son second mandat à la tête des États-Unis. Moins de 20 milliards de déficit pour le commerce extérieur en 84, c'est 2 fois moins qu'en 83. Georges Besse remplace Bernard Arnault à la tête de la Régie Renault. Une question, pourquoi y faire? Valéry Giscard d'Estaing aux autres leaders de l'opposition. Avant de penser à l'Élysée, pensez d'abord à l'union de l'opposition.